Le sommet des BRICS de Kazan qui vient de s'achever marque un incroyable basculement du monde. Le Sud global se rebiffe et l'Occident, qui se croyait le nombril du monde, doit clairement en rabattre. Poutine est parmi ses pairs, dont Xi Jinping, Narendra Modi, Recep Erdogan ou encore Massoud Pezeshkian. Il a reçu Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, présent à Kazan, une nouvelle légitimité internationale, alors que l'Occident se plaisait à le décrire comme un renégat passible des tribunaux internationaux. Le monde entier, excepté les décadents occidentaux, se bouscule au portillon pour devenir membre à part entière de l'organisation. On parle déjà d'un nouveau système de paiement international concurrent au SWIFT, d'une bourse des métaux précieux, d'un marché agricole, de nouvelles voies terrestres de commerce nord-sud. Le FMI, pour sa part, hausse les perspectives de croissance de la Russie, comme généralement des principales puissances des BRICS, leur permettant de prendre peut-être définitivement le dessus sur les économies occidentales. Le centre de gravité du monde bascule, les Occidentaux font l'unanimité contre eux, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils ont tout fait pour cela. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, nous nous retrouvons tout de suite après cela. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Voilà, on commence toujours de la même façon, vous êtes habitués maintenant. Donc le magazine de Géopolitique Profonde, avec en plus une semaine de gratuité, que ce soit dans sa version papier ou dans sa version dématérialisée. Et c'est cette semaine, pas un jour de plus. On ne me dise pas le contraire. Aussi, c'est une nouveauté sur Géopolitique Profonde. Eh bien, il y a un kiosque, maintenant une boutique. Et dans cette boutique, vous pouvez acheter t-shirts, sweatshirts, des bonnets, des baskets. Et puis le fameux mug GPTV d'un côté. Et puis de l'autre côté, il ne faut pas avoir peur. Tiens, d'ailleurs, on va lancer un concours sur le « Il ne faut pas avoir peur ». J'ai demandé à chacun des invités sur le plateau exclusivement de me prononcer ce « Il ne faut pas avoir peur ». Il y a un seul candidat à la victoire finale qui est hors catégorie, évidemment, vous en doutez, c'est Mike Borowski. Je me tourne tout de suite, puisque nous allons parler de Kazan, un expert reconnu, et si tel n'était pas le cas quand même, on pourrait s'inquiéter, puisqu'il a été longtemps le conseiller de la République du Tatarstan en France, en Europe, en Afrique. C'est notre ami Pascal Mas. Déjà, bonjour Pascal, bienvenue sur ce plateau. Merci Nicolas, bonsoir. Alors, ce « Il ne faut pas avoir peur », comment vous le prononceriez à la cloche Schwab ? N'ayez pas peur. Et en russe. En russe, voilà. Je ne peux pas le dire en tatar parce que je parle très mal tatar. Bon, écoutez, on verra. On aura le retour du concours d'ici quelques temps. On va vous êtes évidemment un expert. On vous avait annoncé comme tel depuis plusieurs semaines en disant nous avons parmi nos experts de Géopolitique Profonde Pascal Mas. Donc c'est le grand moment, évidemment. Il y a eu tout ce qui a précédé. Il y avait un certain nombre de questions. On commence à avoir les réponses. Alors, vous, certainement, un lecteur français, je tiens à le dire, lisant la grande presse, il n'a pratiquement aucune information. La seule chose qui les intéressait, semble-t-il, c'était de savoir, en ce qui concerne l'Ukraine, avait-on intimé l'ordre à Vladimir Poutine d'immédiatement faire la paix en Ukraine. Le reste, semble-t-il, ça ne les intéressait pas dans au sein de notre presse. C'est même pire que ça. C'est-à-dire que le forum des BRICS, le sommet des BRICS, c'est le sommet annuel, puisque c'est quand même récurrent, a été présenté dans les derniers jours comme une sorte de kermesse, de fin de match de rugby entre Poutine et puis ses copains.
je parle pour des médias occidentaux, hein, évidemment. Tout le reste du monde, c'est tout à fait différent. Parce que quand on voit la nature et quand on voit les avancées en matière diplomatique, économique, culturelle, y compris sur des sujets sensibles, hein, entre les BRICS et avec les partenaires et avec les observateurs, ce n'est pas une réussite, c'est un succès. Et c'est même, dirais-je, c'est un triomphe, mais c'est pas le triomphe de Poutine, c'est le triomphe des BRICS. C'est-à-dire que la manière dont ça a été organisé, c'était pas pour faire l'apologie du système russe ou du système chinois ou du système indien ou je ne sais quoi. C'était une vraie rencontre et pour la définition d'un nouveau monde, d'un autre monde, d'une nouvelle atmosphère, d'une nouvelle géosphère. Il y a quand même en perspective l'Occident, vous le dites vous-même, un nouveau monde. Donc il y a un monde ancien. Il y avait quand même du coin de l'œil cet Occident qui n'était pas invité, évidemment. C'était pas là, on s'en fout. On s'en fout. Ben, c'est pas quand même ce que... moi, j'ai lu quand même un certain nombre de recensions sur les communiqués. Il parle quand même de Donald Trump, Vladimir Poutine, attention, par exemple. attention. L'ancien monde existe toujours. On ne dit pas que c'est fini, hein, on fait un reset sur l'ensemble de la planète et puis voilà. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais la mainmise, le magistère de l'Occident nord-américain, euro-nord-américain, c'est fini. C'est-à-dire que aujourd'hui... Vous croyez qu'il suffit d'un sommet pour le décréter ? C'est pas un sommet. Le sommet qui s'était achevé hier, c'était la conclusion de semaines, de mois de travail avec des groupes de travail BRICS et affiliés et partenaires et observateurs qui ont abouti à la conclusion d'hier soir à Kazagne. Mais ça s'est pas déclaré comme ça. C'est-à-dire que c'est pas un communiqué final style la réunion du G7 ou de l'ONU ou de l'OTAN ou de trucs comme ça. C'est un travail de fond qui a été fait, alors quelquefois avec des partenaires complètement inattendus, et qui a abouti à un communiqué final avec des perspectives, avec des décisions, avec des ouvertures sur des nouveaux chantiers dans tous les domaines. C'est pas simplement économique, hein, c'est là où il faut pas se limiter au fait que les BRICS, ce n'est pas un club de financiers. C'est pas. Mais il y a des éléments financiers. Indébutablement. Parce qu'évidemment, le concept de l'élaboration d'un nouveau système parallèle au SWIFT ou d'une nouvelle monnaie d'échange pour se libérer de la pression du dollar, évidemment que ça impacte le reste du monde, et notamment les économies occidentales. Mais c'est pas que ça. On n'a pas parlé que de ça. On a parlé d'agriculture, on a parlé d'environnement, on a parlé de préservation des espèces menacées, on a parlé de l'IA, on a parlé justement, en ce qui concerne l'agriculture, la création d'une bourse des matières premières pour éviter justement aux pays émergents qui ont du mal parce qu'ils sont obligés d'acheter en forte monnaie, c'est-à-dire en dollars, des produits de première nécessité qui les mettent dans une situation de précarité absolument terrible, avec un endettement qui les plombe encore plus sur leur développement. Et donc, il a été, là, ça a été déclaré dans le communiqué final par le président Poutine, la création d'une bourse du grain qui va permettre de s'émanciper de la spéculation sur les produits de première nécessité, notamment de céréales. Je reviens vers vous, Pascal Mas, pour l'entretien impertinent. Mais auparavant, pour l'aspect géopolitique, puisque nous avons Laurent Arthur Duplessis, comme chaque semaine d'ailleurs, avec nous. Qu'est-ce que vous, qui savez en plus mêler, et ce depuis longtemps, la géopolitique avec les aspects économiques et financiers, quelle est votre analyse de ce sommet de Kazan ? Je crois qu'effectivement, le dénominateur commun entre les représentants de plus de la moitié de l'humanité qui sont à Kazan, le dénominateur commun, c'est tout de même la volonté de remettre en question l'ordre économique et financier issu des accords de Bretton Woods de 1944 et des accords épigones, des accords qui ont suivi. Et
effectivement secoué la tutelle occidentale et avant tout américaine, liée à la suprématie du dollar, monnaie de réserve mondiale, ce souhait de secouer cette tutelle passe effectivement par des plans, des projections, des ambitions, notamment dans le domaine monétaire. Et effectivement, certes, la suprématie du dollar est encore très très loin d'être démolie. Néanmoins, on a vu ces dernières années s'organiser des circuits monétaires, je dirais, contraires à la suprématie du dollar. Par exemple, l'Arabie saoudite, pourtant liée par le pacte de Quincy aux États-Unis en 1945, pétrole bon marché contre facturation de ce pétrole en dollars et en échange de la protection militaire américaine. Mais donc, il fallait que les Saoudiens facturent leur pétrole en dollars complètement, ce qui a obligé tous les acheteurs de pétrole du Golfe à acheter des dollars pour acheter le pétrole, ce qui est rebasé le dollar sur le pétrole, puisque Nixon l'avait débasé de l'or en 1971 et qui flottait. Il fallait l'arrimer à nouveau à une valeur tangible. Ça avait été organisé par Henry Kissinger, le secrétaire d'État de Richard Nixon, qui en gros avait signifié aux Saoudiens qu'ils pouvaient faire leur putsch sur les prix du pétrole sans que l'armée américaine leur tombe dessus, mais justement à condition qu'ils facturent ce pétrole inflaté, qu'ils le facturent en dollars. Ça avait effectivement rebasé le dollar sur une valeur concrète. Alors, c'est un grand tournant maintenant que l'Arabie saoudite... Mais l'Arabie saoudite n'était pas à Kazan. Et elle n'était pas à Kazan, mais en même temps, elle n'était peut-être pas à Kazan, mais elle facture son pétrole en dollars chinois, etc. Et d'une certaine manière, ça revient à être à Kazan, si je puis dire. C'est-à-dire que quand on sait l'importance et à juste titre que Washington accorde à cette histoire monétaire, quand on voit comment, lorsque Saddam Hussein a facturé son pétrole en autre chose que le dollar, il lui est arrivé des gros ennuis. Quand on voit que Kadhafi avait des projets monétaires et il disposait, je crois, de 144 tonnes d'or dans la banque centrale de Libye, et il voulait lancer une nouvelle monnaie qui aurait été un des véhicules du commerce international. Quand on voit la misère qu'on lui a fait en 2011, quand on voit donc à quel point Washington regarde à la loupe toute initiative monétaire de nature à inquiéter le dollar, on voit à quel point la question monétaire est centrale pour les BRICS et pour ceux qui aspirent à y être. Certes, l'Arabie saoudite, bien qu'ayant eu des gestes d'insolence vis-à-vis de son tuteur Washington, dont elle s'éloigne progressivement, l'Arabie saoudite n'a peut-être pas encore eu l'audace d'être à Kazan, mais elle a eu l'audace déjà de facturer en yuan, convertible en or, le pétrole qu'elle vend à la Chine. Et elle est elle-même sur le chemin de cette reconversion monétaire qui est en route, avec des projets, certes, qui demandent évidemment beaucoup de méthodes et beaucoup de patience, parce que tout ça ne se fait pas en un jour. Mais c'est sur le chemin. Bon. Je vous rappelle, on fait un simple tour de table là, hein. Oui. Chacun. Et après, on revient avec Pascal Mas et il y aura un débat. Ne vous inquiétez surtout pas. Général de Lavarde. Général de Lavarde, donc par rapport à ce qu'a dit ces deux interlocuteurs, Kazan, un basculement du monde, j'aimerais que vous nous livriez en quelques minutes votre analyse avant que l'on passe vraiment au fond du sujet avec Pascal Mas et qu'on vous inclue évidemment tous dans le débat. Alors d'abord, oui, le sommet de Kazan est un succès, comme l'a dit le premier intervenant. C'est le fruit d'un travail gigantesque. De près de 200 événements, rencontres ont été organisés
pour préparer cet événement au cours de l'année complète sous présidence russe. 220 événements, ça fait plus d'un tous les 2 jours. Donc c'est quelque chose de considérable, concernant tous les domaines, comme l'a indiqué M. Mas. Ensuite, il a donné lieu à un compte-rendu final en 134 points sur 33 pages. Je les ai lus hier. C'est extrêmement détaillé finalement. Et celui qui veut bien lire tout ce qu'il y a dedans, il trouvera beaucoup plus que ce que nos médias ont dit. Nos médias ont rapporté vraiment n'importe quoi. Cette affaire-là est vraiment très, très précise et très complète. Ensuite, il y a quelque chose qui n'est pas apparu de manière très claire dans le communiqué final, mais je me suis renseigné aujourd'hui et c'est l'affaire des pays partenaires des BRICS, cette nouvelle catégorie de membres de BRICS qui ont été agglomérés ou mis avec les BRICS. Donc ça a été avalisé dans le communiqué final, mais la liste n'était pas parue. Je viens donc de récupérer cette liste de 13 États, sans surprise, 13 nouveaux États feront partie donc des pays associés partenaires des BRICS. Et parmi ces 13 États, il y en a 2 qui appartiennent au G20, ce qui fait bien sûr basculer un petit peu la majorité du G20 en faveur des BRICS. Et puis il y en a 3 qui font déjà partie de l'Organisation de coopération de Shanghai. Nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. Donc ça c'est très intéressant parce que ça renforce le poids économique des BRICS. Donc ça, le poids économique des BRICS dans l'économie mondiale, la part des BRICS dans l'économie mondiale va donc être considérablement accrue, d'à peu près 9%. 9% de l'économie mondiale qui vient se rajouter aux 37,5% qu'avaient déjà les BRICS avant. Donc on arrive maintenant, tous les BRICS compris, et les partenaires, on arrive à plus de 46%, 46,5%, ce qui est considérable, sachant que le G7, lui, est aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à 29,08%, donc 29,1% du PIB, de la part du PIB mondial. Donc bien comprendre cette chose nouvelle qui est en parité de pouvoir d'achat, le PIB des BRICS 10 plus 13 pays partenaires est passé donc à 46,5%, ce qui est près de 16 points de plus. 16 points de plus en parité de pouvoir d'achat que le PIB du G7. Et ça change la donne quand même, un petit peu. Et ça n'est pas paru du tout dans nos médias. Et donc, je vous enverrai d'ailleurs le détail de cette affaire, mais c'est vraiment très très impressionnant. Alors, je peux vous communiquer, je vous communiquerai dans le cours du débat la liste des 13 pays. À moins que vous la vouliez tout de suite. Moi, ce que je vous propose, c'est, mon général, on revient rapidement vers vous, on fait ce court entretien impertinent avec Pascal Mas, et on relance évidemment très librement le débat les uns les autres. Merci, mon général. Très bien, mais enfin, de toute manière, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit les 2 intervenants. Écoutez, M. Mas a été... et M. Arthur Duplessis. Sur le plan de l'économie pour l'un et sur le plan de l'organisation du sommet et de ses résultats pour l'autre. Je suis totalement d'accord avec. Et pour les internautes qui ne l'auraient pas vu, j'ai vu plusieurs fois Pascal Mas opiner du chef. Oui, exactement. Lorsque vous avez évoqué le sujet, mon général. Merci. Pascal, peut-être une première question
finalement, une interrogation avant de rentrer dans le détail. Pourquoi Poutine, parce que c'est quand même lui qui présidait au BRICS cette année, a choisi cette petite république plutôt musulmane, plutôt que de faire son sommet, on aurait pu imaginer, à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire dans le centre même de ce qui est la Russie. Je vois que vous êtes tout de suite étonné. Mais vous êtes étonné certainement parce que vous connaissez bien de votre étonnement. Le Tatarstan. Mais pour quelqu'un qui est extérieur à cela, pourquoi ce choix de Kazan ? Alors, dois-je dire Kazan, pardon. Oui, enfin, ça dépend. Parce que, attention, Kazan, c'est la ville. Kazagne, c'est la casserole où on fait cuire à manger. Bon. Bon. Donc, non, je répondrai au général tout à l'heure, parce qu'évidemment, il a raison. Les 13 pays, si vous le permettez, ou soit je laisserai le général les citer, mais c'est une grande avancée diplomatique, y compris, et lui, le général le sait très bien, puisque la Turquie en fait partie, ça a aussi un aspect militaire. Bon. Donc, pourquoi Kazagne ? Eh bien, parce que d'abord, Kazagne, c'est la capitale de la République du Tatarstan. La petite république dont vous parlez, elle fait l'équivalent de tout le Benelux. Combien d'habitants ? Alors, sur le Tatarstan, c'est 6 millions. Hein. Mais les Tatars, c'est un peuple migrateur, c'est comme les Portugais, il y en a partout. Donc, aussi il y a une diaspora énorme, ouais. Énorme. Et donc, oui, évidemment, pas en France, mais en Allemagne, oui. Et puis aux États-Unis, partout. Bon, donc c'est pas ça le sujet le plus important, c'est que le Tatarstan et Kazagne, c'est une vitrine, c'est un symbole. Alors, c'est pas une vitrine à la manière de Potemkin, parce que Potemkin, c'était On a vu ça à Paris cet été, Potemkin. Ah bon ? Tiens donc, à propos des Jeux Olympiques, peut-être ? Par exemple. Bon, très bien. On parlera des Jeux sportifs du mois de juin, qui se sont déroulés 15 jours avant. Bon, à Kazagne, justement. Bon, donc, Kazan, c'est pas une ville comme les autres. D'ailleurs, le peuple tatar n'est pas un peuple comme les autres, y compris pour les Russes, pour tous les Russes. Parce que les Tatars, ce sont eux qui ont dirigé la Russie avant que n'émerge la principauté de Moscou et que ensuite ce soit les chrétiens orthodoxes européens qui prennent le dessus. Mais autrefois, c'était les Tataro-Mongols qui dirigeaient le pays. Hein. Bon, donc avec tout un tas de choses qui nécessiteraient une émission spécifique là-dessus. Pourquoi ça ? Parce que Kazan, c'est le modèle. Le modèle à la fois de coexistence pacifique entre chrétiens, musulmans et tous les autres depuis le XVIIe siècle. Depuis le XVIIe siècle. C'est-à-dire que on ne s'égorge plus depuis le XVIe siècle au Tatarstan. Mmh. Les Tatars se sont intégrés dans toute l'administration, dans toute l'organisation de l'Empire russe et ensuite dans le système de régalien de la Fédération de Russie puis de l'URSS. Et c'est fort heureusement cette zone n'a pas été attaquée par les nazis. Donc en 1945, alors que les usines d'armement et de toute la technologie étaient déménagées au fur et à mesure de l'arrivée de la présence des Allemands, en 1945, Kazan était une ville intacte et en totale capacité de production. Donc, ça a fait que même sous le système économique soviétique, c'est une région qui a été dynamique. D'autant plus que c'est une région qui est à la fois dynamique au niveau agricole, productrice de pétrole, de gaz et de multiples composants comme l'industrie aéronautique, l'industrie, les constructions mécaniques, véhicules et compagnie. Donc c'est une région qui était favorisée de fait, alors que tout l'ouest de la Russie était ravagé. Donc déjà, il y a eu un avantage. Ensuite, après il y a eu la période soviétique, mais en 1991, lors de la fin de l'URSS, le président d'alors, qui était le président du Parti communiste tatar, a eu l'intelligence de négocier avec Boris Yeltsin oui. Un certain nombre de privilèges et de libertés que Yeltsin lui a accordés, je cite,
c'est apocryphe, mais je le cite quand même, prenez l'autonomie que vous êtes capable d'assumer. Et le président Chaïmiyev de l'époque a dit, top là, j'assume. Et donc, tous les centres de production et toutes les richesses ont été nationalisés au niveau du Tatarstan. C'est la raison pour laquelle les entreprises de pétrole et tout ça sont Tatneft, Tatenergo pour l'électricité, Tatspirprom pour la production c'est-à-dire qu'au lieu de voir la République du Tatarstan dépouillée par les oligarques, les Khodorkovsky et toute cette bande de gens qui se sont servis outrageusement et qui ont dépecé l'économie russe, la région du Tatarstan est restée au-delà. Et donc, en pleine décadence, en pleine défaillance économique, le Tatarstan était une zone protégée en plein centre de la Russie quand même. Hein. C'est pas Monaco. Hein. Et donc avec un dynamisme et sans avoir le problème de strainer justement toutes ces difficultés qui est occasionnées par le démembrement de l'URSS. Donc toutes les industries stratégiques et essentielles étaient sous contrôle tatar. Et le sont restés d'ailleurs, hein, pour la plupart. Et donc que ce soit l'industrie les hélicoptères, que ce soit les industries mécaniques pour le matériel roulant et tout ça, ça marche, surtout en ce moment, ça marche très très fort. Donc, évidemment, c'est une zone, voilà. Alors pourquoi le choix de Kazagne ? Parce que Vladimir Vladimirovitch Poutine est le premier chef d'État qui a compris qu'il fallait utiliser la dimension musulmane de son peuple. Il y a 26 millions de Russes qui sont musulmans. Ce ne sont pas des gens importés, ce sont des Russes musulmans. Ce ne sont pas des musulmans de Russie, comme on a dit ici. Ce sont des Russes musulmans qui sont devenus Russes, en l'occurrence, après la capture des Khanats de Kazan et d'Astrakhan au XVIe siècle, mais qui sont russes. Et qui sont d'abord russes. Ils sont russes avant. Et d'ailleurs, ça se traduit notamment dans les restaurants par rapport à la consommation de certains produits qui ne seraient pas considérés comme halal dans nos contrées. Bon. Et pourquoi ça ? Parce que Vladimir Poutine a compris qu'il fallait utiliser tous les avantages de tous ces peuples pour pouvoir faire de la géopolitique économique et stratégique. Et le président du Tatarstan, M. Minikhanov, c'est pas écrit, mais il est de fait, et c'est reconnu par tout le monde, parce qu'en Russie, on n'a pas besoin de tout écrire. Hein, c'est pas comme ici, où il faut faire voter tout par 25 personnes qui ne connaissent rien. C'est comme ça, c'est induit. Le président Minikhanov, le chef de la région du Tatarstan, est d'une certaine manière l'envoyé de Poutine vers le monde musulman. Et bien souvent, il est un petit peu... C'est pas de la contre-diplomatie. Hein. Monsieur Lavrov est le chef de la diplomatie russe. Hein. Madame Zakharova aussi est la porte-parole. C'est pas du tout ça. C'est une autre approche vis-à-vis d'un certain monde qui est complètement inaccessible pour les Occidentaux d'ailleurs, et qui a permis justement d'avoir des relations privilégiées avec des pays musulmans, mais qui n'ont rien en commun. Que ce soit le Sénégal, l'Iran, la Turquie ou l'Inde, il y a quand même 200 millions de musulmans en Inde, c'est comme ça. Et donc, Kazagne, c'est un signe, parce que Kazagne, c'est la première fois que siégeait en tant que membre de droit, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Iran, excusez-moi du peu, et l'Arabie saoudite. Bon, ils sont dans une phase de... Ben Salman n'y était pas, en tout cas. Alors, non, mais c'est pour d'autres raisons, ça. Lui-même n'était pas là. D'ailleurs, Lula n'était pas là non plus. Oui, mais il avait le chef de sa diplomatie. À ma connaissance, il n'y avait pas le chef de la diplomatie d'Arabie saoudite. Il y avait qui il fallait. Il y avait qui il fallait. Et donc... C'est qui on n'a pas le nom. Et donc, on n'est pas l'ONU. Hein. Donc, je veux dire par là, c'est que
plutôt, comme vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, plutôt que de faire cette réunion comme d'habitude à Moscou, à Saint-Pétersbourg ou à Sotchi, le président Poutine a préféré choisir Kazan. Kazan, qu'est-ce qu'ils ont vu, les délégations qui sont venues? Ils ont vu la mosquée Koul-Sharif, ils ont vu un endroit où on parle une autre langue que le russe, hein, où c'est marqué halal, machin, bon, même si c'est pas toujours respecté. Donc, c'est-à-dire que c'est une autre Russie. Et déjà, au XVIIIe siècle, l'impératrice Catherine, quand elle écrivait à Voltaire, puisqu'ils entretenaient une correspondance, lors du fameux voyage préparé par Potemkin, elle lui avait écrit à Voltaire, elle dit « Je suis arrivée en Orient ». En Orient, parce qu'elle était saluée par des salam alaikum. Bon, c'est pas en russe, ça. Hein. Et donc, voilà. Bon. Donc, je peux rester 3 heures. Hein. Mais je le sais bien. Mais l'émission n'est qu'1 heure et demie et il faudra... Voilà. Mais moi, voilà, c'était important qu'on comprenne le choix. C'est un symbole. Le choix de la ville est un message. Oui. Hein. Et à destination à la fois des partenaires... de l'intérieur, oui, et des partenaires. Alors le partenaire, on en parlera peut-être avec le général. Je vais lui parce que c'est un concept qui a été défini au cours de ce sommet, le statut de partenaire. Voilà, et justement, on va finir cet entretien impertinent. Après, il y aura une très courte page de publicité et on refera le tour. Mais j'aimerais rendre la parole, comme ça sera un entretien impertinent à 2 voix, au général de Lavarde, justement sur, je vous avais arrêté trop tôt à mon avis, dans ces échanges, vous allez pouvoir échanger tous les deux avant la page de publicité, et puis Laurent Arthur Duplessis pourra intervenir à ce moment-là. Vous étiez sur ces fameux partenaires du sommet, mon général. Oui. Alors voilà, les partenaires... Oui. On attend la pub ou... Non. On vous écoute, mon général. Bon, alors, les pays en question, les 13 partenaires, sont la Turquie, pays de l'OTAN, et pays de membres observateurs de l'Organisation de coopération de Shanghai, membres partenaires, on va dire, hein, de l'Organisation de coopération de Shanghai. Le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, qui sont également des pays de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'Algérie, pays pétrolier qui avait passé son tour l'année dernière et qui espérait, qui avait posé sa candidature pour être l'année dernière candidate à l'adhésion comme membre à part entière, la Biélorussie, membre également de l'Organisation de coopération de Shanghai, la Bolivie, Amérique du Sud, le Vietnam, Cuba, l'Indonésie, grand pays parmi les pays du G20, grand pays en termes de PIB, parité de pouvoir d'achat, qui est classé 6e mondial, ah oui, la Malaisie, le Nigeria, la Thaïlande et l'Ouganda. Donc pour moi, il y a deux surprises. Hein. La première, c'est l'absence du Venezuela qui est due, Poutine l'a un peu soufflé, quoi, qui est due à l'opposition pour l'instant du Brésil. Hein, le Brésil qui va prendre la présidence l'année prochaine reconsidérera peut-être sa position pour le Venezuela. Venezuela avait l'appui de la Russie et n'est pas passé. Et puis un autre pays qui avait posé sa candidature et qui était une puissance nucléaire, membre de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui était le Pakistan. Et le Pakistan a été probablement écarté par l'Inde. Mais pour l'instant, on va voir ce que ça va donner dans l'avenir. Alors ces pays-là ont quand même fait basculer les BRICS, hein, dans le sens d'un poids beaucoup plus important dans la part de l'économie mondiale, et un poids dont l'Occident, dont la part dans l'économie mondiale se rétrécit comme une peau de chagrin, va devoir tenir compte. Hein. L'Occident otanien, enfin l'Occident, on va dire, hein, c'est le G7,
Parlons du G7, mais l'Occident outanien est à peu près dans les mêmes proportions. Hein. Oui. J'ai les chiffres, c'est-à-dire entre 29 et 29,5% pour ces deux pays-là, pour ces deux groupes-là de l'économie mondiale. C'est peu. Les BRICS 10 tout seuls, 37,5%, et les BRICS 10 plus les 13, 46,5%. 46,5%. Et le pire, c'est que même sans futur élargissement, la dynamique de croissance des pays BRICS est beaucoup plus rapide que celle des pays soit de l'Occident outanien, l'UE, les USA ou le G7. C'est beaucoup plus rapide dans les BRICS, c'est-à-dire que la barre des 50%, de mon point de vue, Oui. sera atteinte dans les 2 ans. À ce point-là. C'est-à-dire que, BRICS 10 plus 13 auront, en parité de pouvoir d'achat, attention, Oui. en parité de pouvoir d'achat, BRICS 10 plus 13 auront passé la barre des 50% dans les 2 ans. J'en suis convaincu parce que il y aura l'année prochaine probablement un nouvel élargissement des pays partenaires sous présidence brésilienne, et puis il y a cette dynamique et ces réactualisations du FMI, hein, parce que le FMI, j'étudie les chiffres depuis des années, hein, depuis près de 20 ans, j'étudie les chiffres du FMI. Alors le FMI, comment il fait? En début d'année, il vous fait des prévisions pessimistes pour tous les concurrents de l'Occident outanien et optimistes pour tous les pays occidentaux. Et puis en cours d'année, on fait évoluer les PIB, et à la fin de l'année, le résultat n'est pas du tout le même qu'en début d'année. Et là, je vous donne l'exemple de la Russie. La Russie, au mois d'avril, était donnée par le FMI avec un PIB en parité de pouvoir d'achat de 5400. 5410 exactement. En octobre, 6 mois après, voilà-t-il pas que la Russie est donnée par le même FMI en parité de pouvoir d'achat, la même donnée à 6990. C'est digne des prévisions budgétaires de Bruno Le Maire en France. Oui, à peu près, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que là, la prévision en 6 mois a évolué de 26% en plus pour l'économie russe. L'économie russe en parité de pouvoir d'achat donnée par le FMI, là, il y a 2 jours, le 22 octobre, hein, les chiffres sont parus, 6990 pour la Russie, qui devient de loin la 4e puissance économique devant le Japon, en parité de pouvoir d'achat, je répète, hein, devant le Japon et devant l'Allemagne. Et ça, c'est nouveau quand même, hein, parce que en avril, la Russie était, pour le FMI, était derrière le Japon et derrière l'Allemagne. Et là, plus 26%, elle passe devant le Japon et devant l'Allemagne, et elle devient la 4e puissance économique mondiale. Donc ça vous donne aussi la manière dont le FMI procède. Pourquoi est-ce qu'il surestime les Occidentaux en début d'année? C'est pour que les gens aient confiance. Ayez confiance. Hein, ayez confiance. N'ayez pas peur. Hein, tout va bien pour l'Occident. Sauf que les affaires se détériorent en cours d'année et qu'au fur et à mesure, eh bien, le FMI est bien obligé de suivre les réalités. Hein. Il y a un moment ou un autre où il ne peut pas faire autrement que de dire la vérité. Et la vérité, elle apparaît par ce plus 26% pour la Russie. C'est colossal. Hein. J'ai jamais vu ça, moi, dans toute l'histoire du FMI. Mais c'est arrivé, cette fois-ci, entre le mois d'avril et le mois d'octobre. Merci, mon général. Je rends rapidement, parce que vous avez voulu intervenir, Pascal Mas, par rapport aux propos du général. On lance la
pub et après vous ferez le tour de table qui s'impose sur l'ensemble du sujet. Pascal. Oui, alors les 13, il faut être très clair, c'est-à-dire que à l'issue de ce sommet de Kazan est apparu un nouveau niveau qui s'appelle les partenaires, dont le général a parlé tout à l'heure, et qui sont définis selon des critères bien différents les uns par rapport aux autres. Notamment, par exemple, partenaire, il y a l'Algérie qui a été refusée comme partenaire, comme membre des BRICS. Il y a l'Argentine dont le président Milei a refusé de ratifier l'adhésion aux BRICS. Il y a la Turquie, dont je peux imaginer que ce concept de partenariat privilégié a été fait pour la Turquie, puisque la Turquie fait partie de l'OTAN. Oui. Et donc, c'est un nouveau niveau. Les partenaires ne sont pas des observateurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent participer aux travaux des BRICS. Alors, les observateurs, ils regardent. L'observateur, c'est l'observateur. Mais les partenaires, ce sont des gens qui peuvent participer, et c'est le cas de l'Algérie, justement, qui ne fait pas partie des BRICS, mais qui intervient et qui collabore avec la nouvelle banque de développement, dont le siège est à Shanghai, et dont la présidente est l'ancienne présidente du Brésil, qui va prendre la direction des BRICS cette année, et qui est Madame Dilma Rousseff. Voilà. Donc, c'est-à-dire que les BRICS, c'est pas comme l'OTAN, c'est pas comme comme Maastricht, c'est un club où il y a une grande liberté de participation ou non, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de pays qui décide pour tous les autres, et il n'y a pas voyez, c'est quelque chose, et c'est pour ça que c'est très attractif. Et c'est pour ça que des grands pays comme le Nigeria, l'Indonésie, premier pays musulman au monde, le Nigeria qui sera en 2050 plus peuplé que les États-Unis, c'est pas n'importe quoi. Quand on voit les médias occidentaux dire les BRICS et les BROCS ou le genre de fantaisie de ce type, on se dit franchement ils n'ont pas compris les gars. De BRICS et de BROC. Ça c'est bien joué Pascal Mas. On fait une très courte pause de pub et puis on revient tout de suite après. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.